Aujourd'hui, et puisque plus jeté que jamais, c'est donc le moment de décoller, on part dans l'espace. C'est pas la première fois que je vais parler d'espace, j'en avais notamment parlé avec les mémoires d'une femme de l'espace de Naomi Mitchison, qui est vraiment un livre auquel je pense beaucoup en ce moment, et dont j'aimerais énormément la réédition. Là, il s'agit au contraire d'un livre extrêmement récent, puisqu'il est sorti hier, et donc moi aussi, lu hier, tourné aujourd'hui, et c'est pour dimanche. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est Noot de Louvain. Alors, ça faisait un petit bout de temps qu'on me disait de lire, donc c'est sorti chez La Volte. 18 €, ce qui est pas très cher vu à quel point il est beau, mais bon, c'est évidemment toujours une somme si on attend. La Volte, il y a des formats poche. Il y en a pour Damasio, je sais pas si là on va avoir. Euh, voilà, pour un format broché, ça pourrait être plus cher, mais je sais que ça fait quand même toujours une somme, et en tout cas une somme qui s'ajoute à d'autres. Ça faisait quelques temps, moi, qu'on me disait de lire du Louvain. Flo, qui était passé pour parler de sa bande dessinée, notamment, me l'avait dit. On espère que Flo va aller mieux. Rétablissement, ça vient. Et effectivement, donc moi, je n'ai pas lu Agrafa, je n'ai pas lu les autres textes de Louvain. Agrafa, c'est vraiment un texte que j'ai envie de lire à un moment, peut-être cet été. Voilà, enfin, qui est dans ma ligne de mire, en tout cas. Ça va venir, ça va viendre. Et là, bon, ben là, c'était Noot, parce que ça correspond aussi. Je suis vraiment en train de finir un projet, donc j'ai des moments qui sont très fin de projet. Il me faut un texte avec ça, ça, ça. Bon, je vois ça qui sort, boum, tac, tchac, librairie. Et j'en ai profité pour faire un tour au Nuage Vert, qui est une très belle librairie dans le 5e rue Monge, de science-fiction. Et une librairie à soutenir, donc on va aussi les signaler, peut-être les taguer, en tout cas. Voilà, alors là, je veux dire, moi j'étais un peu erratique à ce moment-là, mais ça c'est vraiment le côté fin de projet. En, en me disant, voilà, il me faut ça, ça, ça. Enfin, je voulais vraiment ce livre-là, et en me disant, est-ce qu'il en faut d'autres? Mais j'étais tellement la tête dans le guidon que je me retrouvais un peu comme dans un tunnel, ce qui est paradoxal. Et donc, voilà, là, mais j'y repasserai, c'est vraiment une librairie que j'aime beaucoup. Donc, Noot, voilà. Noot, et on est chez La Volte. Et donc, on est en pleine sortie, hein. Là, on est vraiment en sortie extrêmement récente. Alors, quand on va le voir comme ça, déjà, on a quand même une surprise de couverture, hein. C'est-à-dire que c'est à la fois... on peut avoir la sensation de quelque chose d'un peu figuratif, serait-ce genre des dames avec des grands cheveux, quelque chose de l'ordre de plus ou de davantage... type galaxie, c'est-à-dire la galactée, la voie lactée. On peut avoir comme ça une impression de traces. Bon, évidemment, ça, ce sont des interprétations sur l'illustration, donc de Robert Stowell Ball, 1874, Drawing of the Comet, c'est 1874, donc voilà, on a quand même une peinture d'après comète, ce qui est quand même plus intéressant qu'une peinture d'après modèle. Je sais pas à quel point ça a été retravaillé. C'est une très belle couverture, avec des effets aussi dans les couleurs. Alors on a une impression de velouté au toucher, c'est du carton, mais les couleurs sont très très belles. Et on va avoir, donc Noot, je peux l'expliciter tout de suite, après je suis pas très bonne en mythologie. Noot, c'est la déesse égyptienne de la nuit, c'est le firmament qui vient envelopper le monde. Et donc, on a quelque chose, alors, avec cette beauté, alors qu'elle ne me semble pas exploitée dans le livre, que Nour, c'est la lumière, il me semble, en arabe, comme Juliette Noureddine, qui a fait tout un album Nour, magnifique. Et c'est vraiment un album magnifique. Bon, ça c'est une paronomase que moi je vois, là, pour le coup elle n'est pas travaillée dans le texte. En tout cas, Noot, seul, ça va d'emblée être un titre plus thématique que générique, parce qu'on n'a pas d'explicitation de ce serait, enfin plus que rématique, c'est vraiment pas un genre littéraire, quoi. Noot, mais c'est en même temps très mystérieux, et en tout cas, au moins dans le mystère, ça va amener à des choses plus... comment dire, plutôt, alors, mythologique, mythifiante, spatialisante, en tout cas à des évocations aussi mystérieuses, très vastes, et qui sont contenues dans un mot, et même dans une syllabe.
dans quelque chose d'extrêmement condensé. Et qui contient aussi un haute, enfin voilà. Alors, moi, je me méfie, on entend, par exemple, dans un texte, etc., c'est pas forcément, voilà, qu'est-ce qu'on entend, ça évoque, bon, voilà, faut y aller mollo sur cette interprétation-là. En tout cas, c'est un son qui est évocateur, et qui, en plus, est le nom, et ça, c'est certain, de la déesse égyptienne de la nuit, Nut, déesse du firmament. Et en page de titre, on va avoir donc Louvain, ça s'écrit sans majuscule, Nut, opéra spatial. Et ça, c'est quand même pas... c'est absolument pas banal, parce que déjà, c'est un bouquin, donc je m'attends pas à lire un opéra quand j'ouvre un livre, et encore moins un opéra spatial. C'est pas spécialement... un genre acté, l'opéra spatial, donc là on a bien un sous-titre thématique, et qui en même temps est thématique, c'est-à-dire qu'en fait le thème devient le rème, finalement la chose dont il va être question va expliquer toute l'ouverture et toute la forme de ce texte qui est très beau, probablement assez complexe, mais je suis pas sûre qu'il faille se laisser rebuter, arrêter par la complexité, et bien sûr l'éditeur on est chez La Volte. À mes parents qui m'ont transmis en proportion égale, leur fascination pour l'espace et la musique. Et donc là, finalement, après un opéra spatial, on se dit effectivement, ça a l'air d'être bien proportionné. En tout cas, on est sous un double saut, bien sûr affectif, avec une forme d'ascendance et d'affection directe, familiale, quoi. Mais voilà, ce qui est mis en avant dans la dédicace, et on le sait qu'on lit les dédicaces, parce qu'il n'y a pas que les parents qui vont avoir lu cette dédicace, c'est ce qui est donc mis en avant, c'est comme ça, l'espace et la musique, ce qui en fait est la même chose, ou deux façons de voir une même chose, on peut la voir ainsi avec par exemple la musique, avec les mathématiques, avec la question donc de voix. Ce qui va se passer, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait on est dans un opéra qui est aussi à prendre dans son sens étymologique, d'ouvroir, œuvre et d'ouverture. Et ça va aller très très bien avec cette question d'espace, où on part d'une outre qui est quand même plutôt fermée, condensée, plus que fermée, et on va aller voir l'ensemble de l'espace. Et ça, c'est déjà extrêmement fort. Et on commence avec un signe typographique que je ne sais pas identifier, un B. Les étoiles ne nous disent rien, elles habitent sans nous, elles respirent. Nous avons à leur écoute développé une acuité, l'acuité barbare. La barbare, comme le murmure, bégayait et demeurait en marge des sociétés hominides par la réitération d'un langage fait de cris et d'onomatopées douces. Nos ancêtres canides se roulaient en boule. Nos ancêtres hominides leur enviaient, dit-on, cette capacité à tendre le dos à tout le reste. Tympanon, courbe. On raconte que les premières personnes à visiter la lune de Terra Proxima sentirent une odeur forte, n'existant pas ailleurs, combinaison nouvelle d'échanges chimiques, révolution menue marginale. Imaginez leur émerveillement à la moitié de sa vie, à prendre un monde non fermé. La femme dans notre monde, dit-on, intercéda, pieds nus entre les armées d'Irlande. Les bourgeois de Calais, dit-on, se rendirent pieds nus. Voici des histoires d'un monde fermé. Nous pourrions dire le bruit des orages magnétiques. Nous pourrions l'expliquer. Cela ne signifierait rien pour nos ancêtres hominides. Dans une autre typographie, donc on passe... je crois qu'on passe d'un garamond à un new roman, à un time new roman. J'entends. Retour à la précédente. Les premiers lunotes, appelés à tort astronautes, eurent des mots pour décrire l'odeur de la lune. Métallique, toast, gravier charbonneux. Les lunotes surent ne pas trouver les mots. L'Iliade peut être lue comme un récit fermé, une histoire de guerre. L'Iliade était surtout en Grèce, où il se chantait, un poème d'eau et de ciel, d'étoiles et de cavités grises, où conversent les morts. Il y est écrit l'eau pourpre, la mer vineuse,
les vagues violettes. Certains yeux dans l'Iliade sont aussi noirs que les flots agités. Ainsi, avant la dérive, nos ancêtres hominides pensiez que la perception des couleurs changeait au cours du temps. En réalité, nos ancêtres, les sargasses, teintaient l'eau qu'elles habitaient. À nouveau en Tamu-roman, l'orage bat comme un charbon ardent. Aucune musique ne m'indiffère. Aujourd'hui, j'entends des voix. Et à nouveau, dans l'autre typo, la pyrazine transmettait les odeurs chez la plupart de nos ancêtres. Elle était commune aux ailes de papillon que l'on broyait entre ses doigts, au chocolat, au pain de céréales grillées. Nos ancêtres, les papillons, se reconnaissaient ainsi, ou plutôt s'ignoraient ainsi, car seule l'odeur d'une amitié véritable leur était agréable. Ailleurs, autrement, nous chantons cette prophétie aux papillons, aux cirfes et aux octopies, aux lamaléneux et leurs cousines, caprines. Innombrables ancêtres. Avant la dérive, la lune de Terra Proxima sentait le toast non fermé. L'odeur de l'encre, dit-on, apaisait le nez des hominides. Nos ancêtres les sèches l'utilisaient comme nimbe et voile, gaz, poussière, paupières. On raconte qu'Édith et Eurydice se changèrent pour l'une en sel, pour l'autre en pierre. En paix avec leur disparition, elles se rendirent à la stupeur des lentes métamorphoses. Ce qui broie et poudroie, presse et fendille, oxyde et suinte. De pierre à autre, d'atome à autre à cœur à peau d'atome, nos ancêtres troglodytes, vos descendances, sont les enfants d'Édith et d'Eurydice. Nous citons. Le voyage du roc ne se termine jamais. Un jour, dit-on, une météorite heurta le sol. Après des mois d'études, de quel astre, quel objet, il s'avéra qu'elle provenait simplement de Terra Proxima. Arrachée à l'ère des grands cataclysmes primitifs, elle avait valsé inchangée, puis revenue relique. Parfois, nous pensons que notre Terra Lapsa n'est rien d'autre que cela. La pierre n'est pas une punition. Lapsa induit la chute, le trébuchement lorsque vos descendants se l'ont choisi. Elle ne savait pas que ce nom s'appliquerait si bien, si longtemps, à la destinée de notre planète. Nous citons. La parole est la saveur, la braise qui enflamme le cœur de nos vies. La parole est un seau de feu. Et donc, voilà. Et alors ça continue, c'est un livre qui est pas si long, parce qu'en plus, là il y a encore une page et quelques. Je pense que ça donne quand même déjà une idée de ce à quoi ça ressemble, et alors que c'est très beau, évidemment. Mais la question, c'est comment c'est beau. Comment c'est beau et comment ça peut fonctionner. Alors, sur des textes qui sont comme ça, potentiellement hermétiques, je crois qu'il faut être capable de laisser glisser. Comme quand on regarde un film de Lynch ou d'autres, on n'a pas forcément... C'est un mythe, l'idée qu'il y ait une clé au texte. C'est un mythe qui est souvent faux, et c'est un mythe qui en plus est assez réactionnaire, parce qu'il part du principe finalement qu'il y aurait, comme une théologie des textes, un sens unique, un sens divin. Et c'est même une théologie qui est bien plus théologique que la théologie véritable, qui, dans l'exégèse, sait qu'elle discute. Donc là, on fait quelque chose de véritablement différent. Et on construit le sens. Je vous renvoie à la vidéo sur la leçon inaugurale de Roland Barthes. Donc, voilà, il y a des choses, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail d'auteur, hein, bien sûr, mais ni d'intention. Mais l'idée n'est pas de trouver l'intention qui supposerait que l'auteur sait tout. Ça n'existe pas, ça. L'idée, c'est de voir comment ça marche. Et ça peut marcher en dehors des intentions, avoir des effets imprévus. Et ça a souvent des effets imprévus. Et d'autres effets qui étaient prévus et qui sont escamotés. Poum, dissipés, disparus. Les étoiles ne nous disent rien, elles habitent sans nous, elles respirent, nous avons à leur écoute développé une acuité, l'acuité barbare. En fait, nous sommes très littéralement dans une cosmogonie qui est à la fois historique et géographique. C'est-à-dire une cosmogonie, c'est un récit de création du monde, et cette création,
elle est à la fois là et pas là. Ça va... Donc ça fait qu'elle est à la fois historique et d'abord spatiale, parce que finalement, donc, c'est le récit, c'est la mise en poème, ou la mise en voix peut-être plus, oui, voilà, et en lyrisme, d'un espace qui est l'espace, d'un lieu qui est l'espace. Donc, voilà. Et qui est donc un lieu ouvert bien davantage que fermé. Bon, on parle pas de Big Bang, là, on est sur cette question, donc bon, hop. Ce qui va chapeauter et même prendre soin de ce lieu, finalement et déjà et d'emblée, c'est Nout. Et c'est sous le sceau de Nout par voilà, la question du titre. Ce qui se passe donc là, c'est c'est construit autrement. C'est-à-dire ça part de quelque chose qui est à la fois toujours là et qui a un passé et une histoire. C'est-à-dire que les choses sont à la fois inscrites dans le temps et inscrites dans toutes les temporalités en même temps. Et ça, c'est assez étonnant à lire et ça peut vraiment surprendre d'avoir l'ensemble de tout, en fait, que tout soit. Euh, et d'avoir ainsi cette construction qui correspond plus ou moins à la théorie des cordes. Alors si vous avez vu Interstellar, vous pouvez voir un peu ce que ça donne, mais les choses sont et ne sont pas en même temps, ou elles sont toutes les étapes en même temps, et pourtant quand on les vit, elles vont se dérouler. Mais là on n'est pas dans un moment qui va être un moment de vie, on est dans un moment qui est celui de l'espace, qui est un moment démultiplié en fait. Et dont la démultiplication va passer par ces voix qui apparaissent donc par des typographies différentes et qui vont dire des temps différents et les liens entre ces temporalités différentes. Et ça, c'est quand même dur à saisir, hein. Mais est-ce que c'est grave de le saisir ou pas? Non, en fait, ça, c'est de la beauté qui transporte et dont on comprend qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une densité ou d'une épaisseur temporelle. Et quand on est dedans, quand on va regarder de plus près, c'est ça qu'on va voir. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc, on a ici d'abord quelque chose qui est de l'ordre d'une non-communication, d'un non-échange. Les étoiles ne nous disent rien, elles habitent sans nous, elles respirent. Et qui est même de l'ordre d'une vie avec cette question. Et donc, on le dit que les étoiles vivent et meurent, mais on ne dit pas qu'elles respirent. Et donc là, est-ce qu'il s'agit d'un anthropomorphisme? Alors, c'est un livre qui a été soutenu par des je ne sais plus où c'est dit, donc c'est une prophétie, hein. Et c'est un livre donc qui a des notes de composition d'une musicienne à la fin, qui s'appelle Valérie Leclerc. Moi je ne connais pas du tout, puis je ne sais pas lire la musique, mais qui a aussi été soutenue par des astronomes, enfin des spécialistes de l'espace, hein. Donc il y a derrière quelque chose de l'ordre de savoir et de science, ça on va y revenir. Mais déjà cette question des temporalités elle est extrêmement difficile. Et donc voilà, il y a les étoiles, et ça commence par les étoiles qui ne nous disent rien, elles habitent sans nous, elles respirent, et pourtant nous avons à leur écoute. Et donc elles ne disent rien, mais nous les écoutons. Et donc ce qui n'est pas une communication peut l'être, dans une façon qui va être, bon, mais peut-être d'un soin, en tout cas d'une façon d'être au monde. Développer une acuité, l'acuité barbare, et donc l'acuité barbare, là, qui pourrait presque être inquiétante, elle va se révéler dans cette barbarie, elle va être reprise dans la paragraphe ou la strophe suivante, la barbare comme le murmure bégayait et demeurait en marche des sociétés hominides, par la réitération d'un langage fait de crises et de nomatopées douces. Et donc finalement, là, on a comme quelque chose qui pourrait ressembler, qui peut réactiver le sens, on va dire, étymologique, historique de barbare, comme qui ne parle pas le grec. Barbara, c'est une façon de se moquer, bon, non pas de la chanteuse évidemment, mais des étrangers. C'est xénophobe, le mot barbare. C'est qui parle en dehors de la cité. Mais la barbarie ici est ramenée à donc ça qu'on a avec le murmure, le bégaiement, la marche des sociétés hominides. Les hominides, ça va faire signe non pas vers grec, hellène ou civilisation, ça fait signe vers une espèce. Et donc là, on a quelque chose qui est en dehors de l'espèce. S'agit-il
quand même de l'humanité, ou s'agit-il d'autres espèces en marge de l'humanité? Je sais pas, les animaux de compagnie ou ce qu'on veut. Ça n'est pas précisé. Ce qui va être ici, c'est déjà le mouvement, comme ça, donc de langage. Là où il n'y a pas langage, où il n'y a pas communication, le barbare, c'est celui qui ne parle pas, sous-entendu grec, mais qui ne parle pas, en tout cas du point de vue du grec, et dont la communication n'est pas reconnue ou avec lequel on n'entre pas en communication. Mais on voit bien que que ici, dans Nout, le non-langage passe par la réitération d'un langage fait de cris et d'onomatopées douces et des bégaiements. Donc la marginalité n'empêche pas cette communication, et on avait donc une acuité barbare et une marge des sociétés hominides. Donc finalement, ce nous, il est hominide, ou il est en marge des sociétés hominides, ou il est les deux en même temps. Moi, je pense qu'il est les trois, parce qu'il est dedans, dehors, et dedans et dehors, et non pas et dedans et dehors. Il est les trois en même temps, parce qu'il va se construire, s'élaborer par des formes comme ça de cercles qui font quelque chose de l'ordre d'une langue du monde, par le chant des étoiles, en gros. Donc nos ancêtres canides, donc on peut reconnaître les canidés dans le sens des toutous, qui se roulent en boule, avec comme ça une espèce d'envie. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je viens de voir dans le sac à tout de la journaliste Séverine. C'est les mémoires de son petit chien. Et que... Alors, c'était dans Sac à tout que j'ai vu ça. Sac à tout, c'est rigolo parce que c'est la vie avant que Sac à tout rencontre Séverine. Donc, c'est des mémoires imaginaires du petit chien. Complètement rocambolesque. Et non, c'est dans Les aventures de Shina Iron. En le reprenant, je voyais que Shina, donc j'ai déjà parlé de Shina Iron sur cette chaîne, Shina, elle prend pour modèle Estraya, son petit chien, et elle va donner un nom au chien. Et comme le chien a un nom, elle peut en avoir un aussi. Et donc c'est un peu ça qui se passe, en fait, ici. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'envie, peut-être même un modèle, non pas des animaux qui viendraient près de l'humanité, mais une inversion complète qui va redéfinir les hiérarchies spécistes et les axiologies spécistes, et qui montre cette courbure, donc du tympanon architectural, du tympan, ou autre chose, peut-être que je rate quelque chose, de la courbe, comme courbe du dos, qui est aussi la courbe du firmament, qui est Nout. On raconte que, donc là, on se rappelle, les étoiles ne parlent pas, on a des nous, et là on a un on, avec la même typographie. Et donc, comme ça mène des espèces de discours rapportés qui s'ajoutent, qui sont là, qui sont rapportés, mais on ne sait pas de qui, ni comment, ni par qui. Que les premières personnes à visiter la lune de Terra Proxima. Donc ça, est-ce qu'on parle de quelle lune, concrètement? Est-ce qu'on parle de Neil Armstrong, vous voyez? Est-ce qu'il s'agit ici d'un événement historique ou d'un événement mythique, d'un autre événement? En tout cas, si c'est un événement historique, il est complètement mythifié par le verbe introducteur de discours, on raconte que. Et donc sa conjonction. Donc il y avait une odeur forte n'existant pas ailleurs, combinaison nouvelle d'échanges chimiques, révolution menue, marginale, imaginez leur émerveillement. Et donc finalement, la découverte de cette lune, elle est olfactive. Elle passe par la sensorialité et non pas par la vision. Et là, il y a souvent en août des jeux comme ça sur des surprises des sens ou des inversions de sens. Et je crois que c'est pour Kepler, à un moment où Kepler s'attend à du lisse parce qu'il voit du pâle, quelque chose comme ça. Imaginez leur émerveillement. Qui dit ça à qui? Qui s'adresse? C'est pour qui cette deuxième personne du pluriel? Peut-être d'un pluriel de politesse, mais moi je pense qu'il est collectif d'abord. À la moitié de sa vie, apprendre un monde non fermé. Et donc, c'est pas seulement un nouveau monde, c'est un monde non fermé. Un monde ouvert. La femme dans notre monde, dit-on, nouveau discours rapporté avec un on, intercéda pieds nus entre les armées d'Irlande. Alors là, il y a une légende irlandaise que clairement j'ai pas. Les bourgeois de Calais, alors là, les statues de Rodin sont incroyables, mais en fait, je connais pas l'histoire. Dit-on, se rendirent pieds nus, voici des histoires d'un monde fermé. Alors qu'est-ce que l'on a là? On va avoir quelque chose qui signe
comme un détail historique, mais qui va signer l'humanité dans une forme de brutalité, c'est-à-dire finalement d'une espèce de moment très terre à terre, littéralement, et dans un moment dépouillé, en dehors des artifices de l'humanité. Donc quelque chose qui va être plus animal, et qui en même temps va rapprocher deux moments singuliers, historiques, mais qui sont aussi devenus mythiques. Et qui entrent dans une chronologie qui va faire le monde fermé, quand d'autres mondes sont donc ouverts, c'est-à-dire finalement en sortant peut-être de cette temporalité. Nous pourrions dire le bruit des orages magnétiques, nous pourrions l'expliquer, cela ne signifierait rien pour nos ancêtres hominides. Alors nous pourrions dire le bruit des orages magnétiques, là, donc là on nous parle de concrètement, semble-t-il, ce qui se passe à la proximité notamment des astres et des orages solaires, des éruptions solaires, je crois. Mais là, peut-être que je me trompe. Nous pourrions l'expliquer. Donc finalement, ici est convoqué quelque chose de l'ordre d'un savoir scientifique possible, convocable, mais non convoqué, c'est-à-dire qu'il est mis de côté parce que, je cite, « cela ne signifierait rien pour nos ancêtres avec un grand N hominide ». Et finalement, ce savoir contemporain, réel, scientifique, n'est pas un savoir qui relie, qui va faire lien entre ces différentes temporalités que j'évoquais au départ. Et donc c'est un savoir qui est mis de côté, pas exactement par son obsolescence, mais pour l'inverse, pour sa contemporanéité. Hop, cette voix seule, j'entends. Alors pourquoi une voix ? Parce qu'il y a une typographie, donc moi je lis une voix. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, j'entends. Et donc on se rappelle, il n'y avait pas de... Les étoiles ne parlaient pas, mais hop, on les entendait, et là on a un j'entends avec une première personne. Et ça continue après comme ça. Et donc en fait, là on voit qu'on a strophe par strophe, et les strophes sont numérotées, et sont numérotées comme de la poésie, hein, ou des tragédies. Enfin en versification, mais on est sur du vers libre, il me semble. Je me suis pas trop amusée à scander, je suis pas très forte en scansion, on le sait. Mais on a des moments comme ça qui sont rapprochés les uns des autres et qui sont comme fragmentaires et mis en parallèle, juxtaposés, et ces juxtapositions vont créer des effets de sens et ces effets de temporalité qui vont se superposer et ou se tuiler, comme je le mentionnais un peu au début. Et ça, c'est assez intéressant comme effet, en fait. Nous pourrions dire, voilà, j'entends les premiers lunotes, appelés à tort astronautes. Ça, c'est rigolo d'avoir un nom rectifié et qui va parler davantage, finalement, de la Lune que de l'espace, eurent des mots pour décrire l'odeur de la Lune. Cette odeur-là, on l'avait juste avant. La Lune de Terra Proxima. Est-ce qu'il s'agit de la même Lune ? Est-ce qu'on passe sur des lunes extraterrestres ? Je suis pas assez calée pour le voir comme ça d'emblée, mais on a quelque chose de l'ordre de la découverte scientifique qui passe par ce qu'il y a d'a priori moins scientifique, à savoir le travail de l'odeur. Et avec une description très concrète et finalement impressionniste de l'odeur, métallique, toast, gravier charbonneux, les lunotes ne sur pas trouver les mots, sur ne pas trouver les mots. Et donc finalement, il y a quelque chose de l'ordre d'un savoir dans l'insuccès du mot exact, de la précision, en fait impossible, ou que l'on peut supposer impossible. Nouvelle strophe, donc l'Iliade peut être lue comme un récit fermé, et donc là on voit qu'il y a une espèce de dialectique ou une tension qui s'opère entre de l'ouvert et du fermé, de l'espace ouvert et fermé, d'une lecture ouverte, un monde ouvert ou un monde fermé. Il y a quelque chose comme ça qui va se mettre en place, et on voit que l'humanité est plutôt du côté du fermé, quand d'autres choses vont être plus ouvertes. L'Iliade peut être lue comme un récit fermé, une histoire de guerre. L'Iliade était surtout en Grèce, où il se chantait un poème d'eau et de ciel, d'étoiles et de cavités grises, où conversent les morts. Et en fait, au sein de la même strophe, on ne nous dit pas, en fait, l'Iliade peut être ou ouverte ou fermée. On nous dit, peut être lu comme un récit fermé, une histoire de guerre, qui nous ramène du côté de quelque chose de finalement, événementiel, par exemple.
et qui passe ensuite sur... non pas avec quelque chose qui serait de l'ordre d'une opposition, c'est plus subtil, était surtout en Grèce où il se chantait un poème d'eau et de ciel, d'étoiles et de cavités grises, où conversent les morts. Et donc ce qui était un récit fermé en tant que récit de guerre devient un récit potentiellement ouvert par ces thèmes d'eau et de ciel. Ces thèmes, ce sont aussi des genres en fait. Le ciel, le ciel ouvert, l'eau liquide, et par ces étoiles, ces cavités grises, les conversations, c'est-à-dire aussi ce qui va relier déjà les morts entre eux, les morts à nous. Il y est écrit, etc. Et donc on a ici quelque chose qui va être de l'ordre, non même pas des savoirs, mais des sensorialités et des perceptions qui se mettent en place et qui finalement naît comme un début qui apparaît, alors qui n'est pas dit comme un début, mais qui met en place l'idée qu'il y a un avant et un après avec une sensorialité nouvelle ou une perception nouvelle. La perception des couleurs changeait au cours du temps. Et ça amène, et avec en fait cette idée que ce sont donc les sargasses qui teintaient l'eau qu'elles habitaient. Et donc ce qui avait l'air d'être de l'ordre d'une perception est en fait un effet perdu. Donc dans les représentations de l'Iliade, s'agit-il de représentations passées ou d'événements passés? Ça, c'est quand même une question qui est hyper belle et hyper intéressante. Et ce que l'on va avoir aussi, donc là, ici, par voilà, cette question des yeux, qui se trouve pas relativisée, mais chargée d'un effet finalement maximal, c'est la mention avant la dérive qui voilà, donne cette espèce de temporalité. La dérive de quoi? Bon, la dérive peut-être... la dérive, ça peut être la dérive des continents, ça donne l'idée d'un univers en expansion, ça peut aussi être celle d'une décadence. C'est quelque chose qui permet en tout cas de scander un avant et un après, et un pendant, un changement long, celui d'une dérive. Et regardez les temps. Nos ancêtres hominides pensaient que la perception des couleurs. Le déterminant possessif, il est à la première personne plurielle, le verbe est à la deuxième personne plurielle. Donc en fait, on s'adresse aux ancêtres hominides, qui vont être ceux, finalement, d'une espèce, mais d'une espèce en évolution, en dérive. Donc là, on a des espèces d'éclats d'évolutionnisme. Donc cet évolutionnisme, il s'adresse, c'est-à-dire que ce qui va permettre un lien, on se rappelle de Selby-Schwartz et de Sappho, c'est pas un génitif d'appartenance, un complément du nom d'appartenance, c'est le génitif du souvenir, ou en tout cas là ça va être le génitif d'un lien, d'une descendance, ou d'une relation, pas forcément d'appartenance. C'est du complément du nom qui parle de la relation, et qui en même temps entérine la relation par l'adresse à la deuxième personne. Et ça, hop, ça crée un décalage, parce qu'en fait, on a un énalage de personnes entre le sujet et le verbe. L'orage bat comme un charbon ardent, aucune musique ne m'indiffère, aujourd'hui j'entends des voix. Donc là, hop, on a le retour de cette deuxième voix en première personne, j'entends des voix, qui va elle-même laisser place à d'autres voix. Donc là, on a un moment de dialogisme, mais ce dialogisme, on le voit, il se retrouve aussi au sein même d'une strophe, parce qu'on a des effets comme ça, régulièrement, de décalage, de sous-entendu, et on peut le voir de reprise, de mythe, de réécriture, des effets qui se complexifient par cette deuxième voix. Donc on a deux voix, mais la deuxième voix va devenir elle-même multiple. Et donc on continue à avoir comme cela des savoirs égrenés de strophe en strophe, des savoirs qui sont des savoirs, on va dire, vraiment reliateurs. La pyrazine transmettait les odeurs chez la plupart de nos ancêtres, avec un N majuscule. Elle était commune aux ailes de papillons, tatata. Nos ancêtres, les papillons, se reconnaissaient ainsi, ou plutôt s'ignoraient ainsi, car seule l'odeur d'une amitié véritable leur était agréable. Et donc on a quelque chose qui va travailler l'ascendance au-delà de nos ancêtres hominides, vers nos ancêtres, les papillons, et avec des majuscules au nom. Et donc qui fait de l'espèce hominide elle-même une dérive, un dérivé du reste.
Et c'est comme cela que l'amitié papillonesque et l'ignorance papillonesque peut ouvrir le champ à une relation qui serait vraiment élective et choisie, et qui donc, voilà, tisse un autre lien, ne serait-ce que d'analogie, parce que finalement, peut-être qu'on ressemble beaucoup aux papillons si on a aussi des amitiés comme eux. Ailleurs, autrement, nous chantons cette prophétie aux papillons, aux cirques et aux octopies, aux lamas laineux et leurs cousines caprines, innombrables ancêtres, et donc, comme ça, voilà, l'ascendance va remonter, et donc, finalement, le darwinisme permet d'élargir à toute l'évolution, à tout le vivant, et donc finalement à tout l'espace, puisque l'espace lui-même devient vivant, et qu'on est dans un espace qui est certes astrophysicien, mais qui est aussi mythique, celui de Nout. Avant la dérive, la lune de Terra Proxima sentait le toast non fermé. On revient sur ces ouvertures. Et donc, ça ouvre, ça amène une espèce donc de poésie, oui, de la brèche, de l'engouffrement, et puis du jaillissement, de l'ouverture. L'odeur de l'encre, dit-on, apaisait le nez des hominines. Nos ancêtres les sèches l'utilisaient comme nimbe et voile. Et donc on a vraiment une relation qui se fait aussi par les mythes. Et donc les mythes deviennent ainsi, par cette mise en relation, par cette prise dans l'énumération, aussi vivants que le reste. Parce qu'ils se trouvent ainsi pris avec Édith et Eurydice, transformer l'une en sel, l'autre en pierre, et qui entrent dans une autre ascendance mythique, celle des troglodytes. Mais dans les troglodytes, on n'est pas juste dans les hominides. On va être dans un rapport à la pierre, parce que ce qui se joue, c'est les relations interrègnes. Règne animal, végétal, minéral. Nous citons: le voyage du roc ne se termine jamais. Et non, puisqu'il est transformation, la roche métamorphique, volcanique. Nous citons. Et donc finalement, il y a par la juxtaposition une assimilation tissée littéralement entre la citation et le métamorphisme. Un jour, dit-on, une météorite heurta le sol. Après des mois d'études de quel objet, il s'avéra qu'elle provenait simplement de la Terra Proxima. Arrachée à l'ère des grands cataclysmes primitifs, elle avait valsé, inchangée puis revenue relique. Parfois, nous pensons que notre Terra lapsa n'est rien que cela, la pierre n'est pas une punition. Et donc, il y a là, voilà, autour de la pierre et du règne du minéral, la construction d'un mouvement. C'est le noir roc courroucé que la bise le roule de Mallarmé, d'une certaine manière, mais qui se retrouve ici, donc du tombeau de Verlaine, du poème du tombeau de Verlaine, et qui se... et qui, finalement, questionne la proximité d'une terra et de l'autre, sans que l'on sache trop quelle est la terra de quoi, ouvrant la possibilité de vie extraterrestre, ou paraterra, finalement, paraterrestre dans d'autres terres, et qui se construisent comme ceci dans des possibles qui sont a priori inamovibles et qui pourtant ne se terminent jamais. Nous citons la parole et la saveur, la braise qui enflamme le cœur de nos vies. La parole est un seau de feu. Donc la parole, elle va être ce qui va relier. Là, c'est là qu'on va retrouver donc des mots hébreux, notamment le tohu-bohu, qui est très commenté par Rabelais dans le quart-livre, est une paronomase, et donc qui est rapproché d'une autre paronomase en japonais. Et ces effets de paronomase étant eux-mêmes rapprochés, je lis de Lise Meitner a nommé fission l'acte de briser le noyau d'un atome. Lorsqu'on chante aux étoiles, chante-t-on aux étoiles? Comment entendre ces voix autrement qu'en chanson? Et donc là, il est... Voilà. Alors, comment ça se construit? C'est assez dur comme texte, et en même temps, là, voilà, je pense que ça peut permettre de saisir un peu ce fonctionnement. C'est aussi un texte qui est très contemplatif, et je ne pense pas qu'on ait besoin de l'élucider. Comme je l'ai dit au départ, ce que je trouve assez incroyable, c'est comment il devient une polyphonie cosmique. Un opéra cosmique qui s'est annoncé, c'est-à-dire par ces voix comme ça qui vont grandir,
qui vont revenir et qui ont un rythme, littéralement un rythme, alors musical, mathématique, spatial. C'est le jalon qui fait le rythme spatial, par exemple. Et ce rythme qui se construit dans le texte, c'est il est un rythme de mise en relation et d'agrandissement permanent. C'est en ça qu'on a vraiment quelque chose. Alors c'est pas une épopée, parce qu'une épopée, en fait, c'est vraiment quand même relié sur quelque chose. C'est pas une cosmogonie, parce qu'on a bien quelque chose de l'ordre d'une dérivation, d'une dérive, de moments, mais ces moments, ils ne sont pas racontés par des chants qui seraient des avant et des après. Ils sont eux-mêmes déjà pris dans une temporalité qui est entremêlée. Et ça amène donc, un texte un peu complexe, mais un texte qui est très beau à lire à voix haute, très très agréable, et qui est présenté comme profondément queer. Ça fait partie des choses que j'explore et que j'ai plus de mal à dire, ou en tout cas, je le vois par cette dimension de la mise en mouvement et de la décatégorisation pour ouvrir. Et en ça, c'est profondément queer, ça c'est certain. Et puis après, il y a des genres d'images qui le permettent, ça et là. Même plus, mais avec des images, par exemple, de figures féminines, collectives, plurielles. C'est un texte qui est très très pluriel, en fait. Voilà. Entre nous autres et nos ancêtres hominides, il y eut vos descendances troglodytes, et terre s'éloigna de sol, et terra fuse vers le sombre, les siècles passent et leur métamorphose. Et donc il y a une espèce de construction dans nous autres qui est extrêmement englobant et en même temps très réconfortant et très interespèce aussi, de la plus belle façon qui soit. Et c'est en cela, je pense que c'est dans ce mouvement-là qu'il y a quelque chose qui va être vraiment profondément queer. Alors là, on est... moi, je n'ai pas vu énormément de battage presse sur ce livre, en tout cas pas encore. J'ai lu une très belle interview que j'ai trouvée sur le site de Louvain, que je vais mettre en description, et qui parle d'une Odyssée de l'espèce et de l'espace, et c'était très très beau, et c'est une formule qui me plaît beaucoup. Et on a, et donc voilà, l'Iliade, récit fermé, l'Odyssée, récit ouvert. Il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre d'un parcours entremêlé de tous les temps et de tous les espaces, comme quelque chose qui va se spiralant et qui s'agrandit, mais comme un univers en expansion, mais un univers dont l'expansion se ferait par des voies toujours plus cosmiques, toujours plus polyphoniques. Et je vous dis à bientôt.